Voilà, c'est fait. Voilà, c'est en cours. Voilà, donc nous allons montrer la vidéo d'abord. Ensuite, nous aurons Myth qui va parler avec ce paysan. Il n'y a que 16 participants. Moi, je fais pour le rire de Bernard. Voilà. Bonjour Diane. Salut Bernard. Oui, ça fait plaisir de vous voir. Est-ce que vous voyez ma tête? Oui, on voit ta tête. Voilà, très bien. Alors, nous avons commencé la visite. Bonjour Bernard. Oui, bonjour Stéphane. Nous avons commencé la visite au Cambodge avec donc un paysan que nous avons formé à l'agriculture bio pour faire des potagers. Avant, il faisait de la canne à sucre et ce n'était pas très rentable. Et là, maintenant, il a réussi à augmenter ses revenus de manière tout à fait considérable en faisant donc des légumes. Il a un potager bio. Donc, les potagers, c'est très bien parce que ça a peu d'investissement et c'est des revenus très réguliers, c'est-à-dire que tous les jours, il peut aller vendre ses légumes au marché. Alors, je vais voir si Myth est là. Myth, voilà. Donc, il y a Myth qui est au Cambodge et qui va vous parler en anglais ou en khmer, mais je vais traduire pour vous. Myth, maybe you can explain a little bit about this program. Yes, good morning everyone. And my name is Myth. I'm a program director of a community advancement organization based in the Rumdul program. Now I would like to introduce about the organic vegetable farm. This farm we plan with organic compost, and also he's so work hard with he tried to make the liquid compost from sugar palm and the root for the apply the this fertilizer to the vegetable. Bernard, you need to explain. Yes. Myth est donc un des agronomes sur le projet au Cambodge, le projet de Rumdul. Et donc, il forme des paysans à l'agriculture. En fait, le gros problème à Rumdul, c'est une expatriation, enfin, il y a une émigration très, très forte vers les autres provinces et vers la ville, parce que c'est une région qui est très peu développée sur le plan agriculture, essentiellement une récolte. Et donc, après avoir planté, les paysans partaient à la ville. Et maintenant, donc notre objectif est vraiment de développer l'agriculture locale pour essayer de réduire cette immigration. Avant, il y avait jusqu'à 80% des ménages qui perdaient au moins un adulte pendant 6 mois par an. Donc, vous imaginez les problèmes familiaux que cela peut conduire. Yes, Myth, go ahead. Yes, now I would like to introduce the house owner. He is Mr. Supiep. He 56 years old. He have age member in the family. Voilà, Monsieur Supiep, donc il a 56 ans. Il a donc 6 personnes dans son ménage. Yes, this family we work with him since 2018 with sugarcane planting. But during the COVID-19, it's difficult to sell the sugarcane in the village. So he interested with vegetable, and he go to visit our field day with the model farmer that are success with the
vegetable planting. Voilà, alors monsieur Sapir, pendant de nombreuses années, était concentré sur la canne à sucre, mais ce n'était pas d'un très très bon rendement. Il ne gagnait pas beaucoup d'argent, donc on a invité, notre méthode habituelle est d'inviter les paysans à aller visiter d'autres paysans pour que les paysans parlent entre eux, parce que finalement, ce sont les paysans qui sont les meilleurs formateurs. Donc après cette visite, nous avons assuré un suivi chez monsieur Sapir, et maintenant il a développé donc ce potager. Yes, Smith. Yes. After he plant the vegetable, he worked so hard and always practice with the technique that the agronomy team advised to him, and he can get the yield and sell to the market, get the money around $7 per day. Voilà, donc maintenant son potager il est d'un très très bon rapport, et comme je le disais tout à l'heure, l'avantage du potager c'est qu'on a des revenus quotidiens. Voilà, tous les jours il peut aller au marché et ça lui rapporte grosso modo $7 par jour, ce qui est vraiment un très très bon résultat. Yes. Now he just finished the harvesting with cucumber and some bitter gourd, and now he is prepare the bed for the new planting. Voilà, donc il vient de récolter ses concombres et là il prépare une nouvelle plantation. Yes. Thank you, Matt. Maybe we can see if our guests, our visitors want to ask any question. Yes. And if you have any question, please welcome. OK. Est-ce que parmi vous, il y en a qui veulent parler à Amit et lui poser des questions pour clarifier certains points? Non? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va poursuivre la visite. Là, maintenant, on va travailler. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est l'environnement. Donc, là, on a visité un potager bio. Et maintenant, on va aller sur le biogaz. So, Matt, we will continue the visit with the biogas. Thank you, Matt. See you later. Yeah. Voilà, alors, le système du biogaz. Il y a très intéressant, Stéphane. Comment? Voilà. Donc, le système du biogaz, en fait, c'est très important parce qu'on sait que les animaux sont de grands pollueurs et donc il y a un gâchis vraiment énorme. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on récolte le lisier des cochons ou la bouse de vache et ça va dans une cuve où ça fermente. C'est mélangé avec de l'eau et après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il y a du gaz méthane qui est produit et qui est dirigé vers la cuisine ou éventuellement aussi pour de l'éclairage. Alors, on va visiter une ferme au Cambodge d'abord et ensuite au Vietnam où il y a du biogaz. Alors là, nous sommes avec Saret qui est sur une ferme de biogaz. Donc d'abord, je vous passe la petite vidéo et nous pourrons dialoguer avec Saret ensuite. Hello everyone. Today I would like to show all of you about biogas program. His name Duong Net. He live in Pretajuan village, Phong Tec commune, Long Du district, Svay Rieng province. Before he don't know about biogas and he spend a lot of time to cooking, and then Department of Agriculture and cows for advertise for the biogas. Department of Agriculture support $200 and cow support $75 to the farmer, and the farmer $235 for the building this biogas. ការសบายចិត្តរីករាយនឹងល្អនឹងហើយខ្ញុំចំណេញគឺដូចខ្ញុំនិយាយរាប់អញ្ចឹងចំណេញប៉ុណ្ណឹងគឺចំណេញទី1ចំណេញការចម្អិនអាហារភ្លើងមិនហត់ទៅប្រូហ្គាសចំណេញទី2ចំណេញជីដាក់ស្រែដាក់ខ្មៅបើខ្មៅចិញ្ចឹមគោក្បីគឺខ្ញុំមិនហត់ទៅទិញណាទេខ្ញុំហត់ទៅច្រូតទៅអីដែរទេរបស់ខ្ញុំជីខ្មៅរបស់ខ្ញុំក្រោយផ្ទះពេញតាម Thank you so much for your watching. If any question, you can
Okay, Saret? Saret, can you hear me? Saret, Saret est dans les villages et la connexion est parfois difficile. Hello, Saret? Ah, there you are. Saret? maybe he cannot hear you. We can see him, but well, we can hear him. Maybe I see his micro is okay. Saret, can you hear us? Yeah, here, Bernard. Okay, go. Okay, good. Now we can see you also. Okay, very good. So, Saret, can you say a few words about the biogas farm? Yeah. Hello, everyone. I'm Saret. I'm staff advancement organization in Cambodia. Today, I would like to show all of you about biogas program. His name Duong Net. He live in Prey Tayuan village, Thong Tak commune, Nong Dua district, Svay Rieng province in Cambodia. Donc là, on est chez Monsieur Dumnet, hein, qui a une ferme avec du bétail, mais aussi des plantations. Et on est dans le district de Rumdul, au Cambodge. Before he don't know about biogas, he's difficult to find food and spend more time for the cooking. Donc avant, il y avait un problème pour la cuisine, c'est-à-dire qu'il devait acheter du bois de chauffe ou sa femme devait aller chercher du bois dans les environs, ce qui était une perte de temps considérable. Yes. And when he's cooking, he's make not good for the kitchen and have more smoke and difficult for the breathing. Oui, donc quand la cuisine est à l'intérieur et donc quand on utilise du bois, alors ça fait évidemment beaucoup de fumée et ça gêne tout le monde. And then Department of Agriculture and House and advertise about advantage the biogas and so to him and so to villager in the village and his interest. And after the Department of Agriculture and House support to him, Department of Agriculture support to him the $200 and House support $75. Voilà, donc on a un programme biogaz au Vietnam, mais aussi au Cambodge. Et en collaboration avec le département de l'agriculture, nous faisons la promotion du biogaz. Donc, il y a plusieurs avantages, c'est-à-dire qu'on sauve des arbres, on réduit considérablement la pollution et c'est un meilleur confort pour les villageois. Il n'y a pas d'odeur autour de la porcherie, il n'y a plus de moustiques, etc. Yes, Saret. He's contribute $235 for the this biogas. Donc, c'est subventionné par le département de l'agriculture et par le programme, le partenaire de Mekong Plus local qui s'appelle CAO. And now he's very happy when have the biogas for you and easy for the cooking and sell time more. Donc, il gagne du temps, il gagne en confort et il fait une économie d'argent. And for the fertilizer, he can put on vegetable and rice field and for the planting trees also. Voilà. Et donc, le système de biogaz provoque donc la production de gaz méthane qui est collecté, qui est dirigé vers la cuisine, mais il y a aussi un débordement et ce qui sort du biogaz par débordement est un excellent engrais pour le potager, pour ces plantations d'herbes, etc. And for the kitchen is very good than before and easy for the clean the pond also because
no, not good. And OK. and yes. OK, thank you. Est-ce que je suis sûr certaines personnes veulent poser des questions là. Je ne sais plus qui, je ne sais pas qui j'ai interrompu, Philippe peut-être. And now is Saret, yes, we can let the visitors, the guests, ask some questions so that we have a dialogue. You can answer them. Est-ce que nous avons des questions? Savoir combien. Bonjour. Bonjour Isabelle. Je voulais savoir combien coûtait une installation de biogaz pour une famille. Donc là, au Cambodge, alors il y a plusieurs systèmes de biogaz. On va bientôt aller au Vietnam. Vous verrez que c'est un autre système. Au Cambodge, c'est à peu près $500 parce que c'est fait en béton et c'est souterrain. C'est sous le sol. Donc, c'est évidemment beaucoup plus solide, plus durable et la quantité de gaz est aussi supérieure. Mais vous allez voir, dans quelques minutes, on va aller au Vietnam et là, c'est une installation en plastique, une poche en plastique qui dure à peu près 7-8 ans et qui coûte en tout à peu près $80. Donc, beaucoup moins cher. Avec combien de cochons? Alors, il faut au minimum 3 bêtes. Hein, 3 bêtes donc, de 40-50 kilos chacune. Mais on peut aussi, alors au Vietnam, c'est beaucoup le lisier de porc, mais au Cambodge, il y a beaucoup de vaches. Donc, en fait, ils vont ramasser la bouse de vache le long des chemins ou s'ils ont une étable dans l'étable, mais on peut aussi utiliser les excréments humains. Donc ça, évidemment, il y a une barrière psychologique. C'est un peu difficile pour les gens d'utiliser l'excrément humain, mais ça peut marcher tout aussi bien. Donc on a installé au fil des années maintenant plus de 3000, je dirais à peu près 3500. On ne connaît pas le nombre exact. Pourquoi? Parce que le système est d'une technicité en fait très rudimentaire, très bon marché, surtout au Vietnam, vous allez le voir. Et donc, ça fait chaque système permet en fait de sauver un petit arbre chaque mois. Donc, vous vous rendez compte de l'impact de ce programme. C'est une économie financière, du confort, etc. Mais c'est aussi un impact écologique très, très important. Mais le fait que ça fait 26 ans que vous êtes au Vietnam, il y a quand même une vingtaine d'années que vous développez le biogaz. Oui. Donc, ça fait 26-27 ans au Vietnam et ça fait 14 ans maintenant au Cambodge. Mais je suis étonnée de voir qu'il n'y a que 3000 installations qui ont été faites si c'est tellement intéressant pour les ménages. Alors, en fait, c'est la faiblesse du système, c'est qu'il faut qu'on ait un élevage en permanence. Alors au Cambodge, il y a des vaches quasiment tout le temps, mais quand en période de sécheresse, les vaches mangent moins, les paysans investissent moins dans l'alimentation des animaux, en particulier pour les porcs, le prix de la viande de porc fluctue énormément, et donc, en fait, il n'y a que les paysans moyens ou aisés qui peuvent nourrir une truie en permanence ou avoir du bétail en permanence. Et si on n'a plus d'excréments, évidemment, le biogaz ne fonctionne plus. Donc, on a eu des crises sur la viande de porc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la peste africaine, etc., il y a 2 ans, où le prix de la viande de porc a chuté de 70% à peu près. Donc là, tous les petits paysans ont arrêté d'élever des porcs et donc il y a évidemment beaucoup moins d'intérêt pour le biogaz. Merci. Pourquoi ici en Europe ne développe-t-on pas plus le biogaz aussi? Je sais que ça existe, mais quand on pense au point de vue écologique et économique, les avantages que procurerait le biogaz, pourquoi ne le développe-t-on pas plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'en Bretagne, notamment, il y en a, mais il pourrait y en avoir certainement beaucoup plus, ça c'est sûr. Je sais qu'il y en a en France, en tout cas, mais tellement peu, alors qu'on dit que l'agriculture bovine, notamment, est un tel problème au niveau écologique et tout. Bon, je ne comprends pas pourquoi on ne le développe pas plus. En fait, l'agriculture, tu as tout à fait raison, l'agriculture contribue, je crois, à hauteur de 20% à peu près
pour les émissions carbone, c'est-à-dire plus que les voitures, les camions, les avions, etc. Il y a deux sources. D'une part, les animaux, je crois que c'est à peu près 8%, et puis c'est l'agriculture, les engrais. Plus on met d'engrais chimiques, plus cela s'évapore. Et donc, notre travail, en fait, dans ce domaine, c'est de viser une agriculture bio avec utilisation de compost, etc., et beaucoup moins d'engrais chimiques. Et en fait, le paysan s'y retrouve parce qu'on fait baisser les coûts de production. Le consommateur s'y retrouve aussi. Et pour les animaux, donc il y a la solution biogaz, il y a la solution aussi de la litière sèche qui consomme beaucoup moins d'eau et on récupère la litière pour faire du compost. Voilà, je vais vous montrer donc un croquis. Oui, je vous écoute. Il y a quelqu'un qui a fait son mémoire sur le biomasse. Avant? Dans les Ardennes. D'accord. Donc voilà le croquis. Je vous montre une diapositive là avec le croquis du biogaz où là, d'un côté, il y a les excréments, donc le lisier de cochon. Ça entre dans une poche. Il y a à peu près 2 tiers d'excréments, 1 tiers d'eau. Et au bout de 2 ou 3 semaines, il y a du gaz. Il y a un tuyau au-dessus de la poche qui va vers la cuisine. Et tout à fait à gauche, donc c'est par débordement la collecte d'engrais. Voilà. Alors, je vous emmène maintenant au Vietnam, où on a donc le système beaucoup plus rudimentaire, mais beaucoup moins cher. Donc, vous voyez, c'est une poche plastique, une simple poche plastique, donc il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de briques. En fait, c'est vraiment l'investissement très, très modeste. Ça coûte, l'investissement est d'à peu près de l'ordre de $80, tout compris, la cuisinière comprise. Donc, c'est remboursé grosso modo en 1 an. Et le tuyau vert que vous voyez par-dessus la poche est en fait le tuyau qui collecte le gaz et qui va vers la cuisine. Alors maintenant, je vais vous faire visiter une ferme au Vietnam avec, donc ici vous avez le réservoir de gaz qui est pendu au plafond. Alors certaines personnes nous disent oui, mais c'est dangereux cette poche de gaz, ça peut exploser. En fait, il y a très très peu de pression. Donc il n'y a jamais eu d'explosion. Le désavantage, c'est qu'on ne peut pas le mettre en bouteille, on ne peut pas non plus l'envoyer sur de plus grandes distances. On peut aller seulement à quelques dizaines de mètres. Alors maintenant, nous allons sur une ferme au Vietnam, une ferme avec le biogaz enterré. Tu vois, il y a une grande cuve en ciment ici en dessous. Tu vois, ici, il y a une rigole ici en dessous. Ra dẫn vô cái bình ga đó. Con mở ra bật cái châm với go này nó đón. Đấy, bật bên đây coi con. Bật ra mạnh ghê á. Ivan, t'as vu? Ra mạnh đúng rồi. Voilà. Donc ça c'est la parenthèse biogaz. Maintenant, on va parler d'autre chose, la production de compost. Et nous allons au Vietnam, une manière de traiter le compost, la bouse de vache notamment. Này mình sử dụng đến đã 1 tấn phân. Nè đúng không? Tôi sẽ xóc nước mọi người tưới như thế này ạ. Chúng ta có thể rải thêm như thế này ạ. Con NPK Việt Nam. Đất sẽ rất là tơi như thế này ạ. Để mọi người thấy được đây ạ. Voilà. Alors, vous pourriez vous demander pourquoi faut-il mettre ce produit, le trichoderma,
en fait, les paysans sont toujours pressés par le temps. Il ne faut pas que les terres soient inactives longtemps, donc il faut que la production de compost soit rapide et de faire du compost de bonne qualité. Donc, on arrose le compost avec un accélérateur biologique. Ce n'est pas du tout chimique, hein, on mélange ça et ça accélère la décomposition et ça empêche aussi les maladies. Donc, on fait la promotion de cette formule dans toutes les rizières, dans tous les potagers. Il y a Nia qui est le directeur du projet qui est en ligne et qui peut donc expliquer. Nia, encore d'ailleurs. Voilà, donc Nia est le directeur du projet, il est au Vietnam et c'est lui qui gère notamment ce programme Trichoderma. Yeah. Hello everyone, I'm Nghĩa. I have been working for Thiện Chí Center. Today I would like to show a compost model using about Trichoderma. I am at the farmer Pradan in Tallinn District, Bình Thuận Province. I introduced this Mr. He is a farmer. A farmer, good farmer in this area. Anh dẫn đi ra. Now I would like to visit with me. Yes. This is Trưởng Gardens. There are many plant vegetable, fruits, and flowers. You see flower. La connexion est parfois difficile hein, dans les villages. This is compost model. Cái này là anh sử dụng phân gì để ủ vậy? Phân gà, phân vịt. Là mình ủ với Trichoderma. He use chicken and dust done with Trichoderma. Voilà, donc là il utilise de la bouse de vache et les déchets, les excréments de la volaille. Anh ủ này được bao lâu rồi? Ủ được 3 tháng rồi. Donc ça fait 3 mois déjà. Anh sử dụng cái phân này thì thấy nó hiệu quả như thế nào? Nói chung là mình ủ với cái Trichoderma là cây ăn quả, cây lâu năm hoặc là rau, củ quả, bông hoa là rất tốt. Donc, il utilise ce compost pour son potager légumes, mais aussi il plante des fleurs. Donc, c'est bientôt le Tết, le nouvel an vietnamien, et c'est un très, très bon rapport, la vente de fleurs. Bây giờ anh sử dụng cái này là đang sử dụng để cho bón cho cây gì trong gia đình? Bón nói chung bón toàn vườn, cây lâu năm và bưởi, hoa, rau. Anh sử dụng là cái này là bao nhiêu? Dạ. Thì là bây giờ là mình cho phép khách là hỏi thêm gì anh? Là bây giờ là mình cho phép khách hỏi sử dụng phân này thì nghĩa đợi chút thì là cho khách là hỏi nhá. Est-ce que voilà donc est-ce que vous avez des questions sur cette technique de fabrication du compost? Liệu di động luôn mà không có nghe rõ mình cái truyền tải nó hơi bị yếu. Dạ thôi bây giờ làm như là đừng nói nữa, bây giờ là khách hỏi nè. Donc la politique de Mekong Plus est vraiment de viser les avantages du petit paysan. Donc on n'est pas comment dirais-je à 100% bio parce que en fait les prix sont pas toujours intéressants pour le paysan. Au Vietnam, les produits bio ne se vendent pas plus cher
que les produits ordinaires. Donc, il faut voir d'abord, pour convaincre les paysans, à réduire les coûts. Ça, c'est l'argument décisif. Quand on peut réduire les coûts de production, les paysans suivent tout de suite. Et quand ils vont au marché, leurs produits se vendent avant ceux de tous les autres. Donc, c'est eux qui vendent leur production les premiers au marché. Alors, évidemment, ça prend un peu de temps pour convaincre les paysans de changer de technique. Les paysans ne veulent surtout pas perdre la face avec une récolte qui échoue, un échec. Ils ne peuvent pas, ils ont très peu de marge de manœuvre, bien entendu. Et le Vietnam est un pays extrêmement chimique, excessivement chimique. On estime que 90% des paysans vietnamiens mettent beaucoup trop de pesticides, d'engrais, etc. et que cela détruit les sols. Souvent, quand on se promène dans les campagnes, on est presque pris à la gorge par ces odeurs de produits chimiques. Au contraire du Cambodge, le Cambodgien est beaucoup plus conscient des problèmes de l'agriculture chimique et donc en fait les prix des produits bio au Cambodge sont nettement meilleurs, 30-50% plus élevés que ceux des produits ordinaires. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a des commentaires sur le programme Compost et Trichoderma? Si vous posez des questions, il faut mettre le micro parce que sinon on ne vous entendra pas. Bien, s'il n'y a pas de questions, on va continuer la visite. On va aller maintenant dans un autre district. On va aller dans un autre district, dans le district de Ninh, où là, on fait la promotion de la vermiculture. Cùng con á. Bóc lên còn nhiều hơn nữa. Nhiều người. Này. Mà mình bạn kỵ thì mình chừng cử mới mà mình hái cũng ngàn một kỵ thì đã luôn đến số đó. Một luôn đấy, luôn đấy này. Luôn này là cạnh từ đấy bên. Nó định hái luôn, luôn này là tớ trung ảnh đi bên đây. Voilà. Là, nous sommes dans le district de Ninh et c'est Nguyen qui va commenter ce programme. Nguyen, có mặt ở đây không? Nguyen ơi? Dạ có. Ok, voilà. Rồi, em có thể nói chút là về chương trình Yun đó. Yeah. Yeah. Hello everyone. Let me introduce a little. My name is Nguyen. I'm a social worker at a community development project in Ninh Sơn district. Welcome to Miss Thui's house, where we support with the pilot model of raising worm. Donc là, nous sommes dans le district de Ninh et nous faisons la promotion de la vermiculture parce que, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, en fait, c'est un district avec une faible densité de population. Il y a beaucoup de bovins, il y a beaucoup de bousses de vache et traditionnellement, ils exportent la bouse de vache vers leurs jardins potagers sur la montagne, à Dalat. Et donc là, l'objectif du projet, en fait, est de valoriser cette bouse de vache le plus possible localement pour l'utiliser pour les potagers dans le même district. Yeah, Nguyen nói tiếp nào. Yeah, Miss Thủy and her husband are farmers. They grow rice, vegetable, flowers. They also have cow, pig, chicken, and duck. You can see. Yeah. So, now we will visit the worm cage. Cô đi ra đây luôn cô này. Dạ. Donc, Thuy est une paysanne modèle. Donc, les paysannes modèles, souvent, ne sont pas très pauvres. Hein. En fait, ce sont des gens que l'on forme et qui vont former d'autres paysans
et qui ont donc une capacité d'innovation, d'investissement qui est supérieure à celle des petits paysans. Mais les petits paysans vont venir visiter et pourront parler, voir concrètement quels sont les résultats. You know, some farmers here, they usually they don't take advantage of cow dung to make fertilizer for their field or garden, but they usually collect in a large amount of dung and sell to other commercial farms. So when they apply this program, they will use the fresh cow dung to feed worms. In 2019, we support Miss Thủy household with 20 kilograms of worm feed, and they contributed 20 kilograms. So they raised total 40 kilograms in just only one cage like that. Very simple cage made of brick. Voilà, donc c'est une technique en fait éprouvée, ce n'est rien de révolutionnaire, mais yeah, we know it. Yeah, and after 2 years with very good technique in raising worm, now she can expand a lot of worm with more than 4 cages now. Donc, ce que l'on voit ici, c'est que Thuy a pu étendre sa production de verre. Elle vend maintenant non seulement du compost, mais elle vend aussi des verres pour d'autres fermes. The worm amount now is much enough for them to feed their poultry and cattle and sell worm feed to other farmers as well. So I think the first benefit is they can earn some money from it. Voilà, et donc ça sert à la fabrication le jus des vers est un excellent engrais, donc ça améliore le compost considérablement, mais les vers eux-mêmes sont donnés à manger à la volaille, au porc et aux poissons. Yeah, and the second benefit you can see in the video, maybe they have the good feed for their poultry and cattle. And also they have very high nutrition for their garden. Nutritious organic fertilizer for their garden and field. You can see the worm here. Est-ce que vous pouvez arrêter le partage d'écran? Comme ça, on verra en plein écran la vidéo là. Oui, mais c'est plus difficile à gérer. Alors, il y a une question. Qu'est-ce qui a permis de convaincre en fait la paysanne de travailler sur ce modèle et avec Mekong Plus? Donc je pose la question à Nguyen. Nguyen ơi, ở đây là có khách hỏi thì mà là Thuy là có thấy là hợp tác với Mekong Plus là như thế nào, là có Thuy lời là như thế nào, tại sao là Thuy là có quan tâm hợp tác là với Nguyen là với Mekong Plus? Cô Thủy, khách hỏi là cô thấy hợp tác với lời dự án Mekong Plus nó có thuận lợi như thế nào á? Cầm giùm con cái này. Dạ, rất thuận lợi, bởi vì nuôi trùn đó là vừa được chăn nuôi gà này, gà ăn phân, gà ăn giun trùn này, rồi phân lấy bán cái cảnh này, rồi rau trồng này, rồi cả giống cây ươm trồng nữa. Và tốt, phân trùn này nó làm phân hủy ra rất tốt cho cây trồng, và nó có được cái sự sống của cái mầm giống cây trồng vượt lên để cho trồng nó nhanh được bén thẳng ấy. Nhờ cái phân trùn này nuôi
là rất thuận lợi và tốt lắm. Dạ. Donc elle dit je vois beaucoup d'avantages pour mes poules, pour mon potager, et puis en plus je peux vendre des vers et je peux vendre du compost. Donc il y a des avantages multiples sur ce programme. Còn chị một hai cái Ok. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions sur le programme vermiculture? Là, nous allons partir dans le delta du Mekong sur un tout autre programme, rien à voir avec les vers. Cảm ơn Thủy, cảm ơn Nguyễn nha. Dạ. Thank you. Làm hết rồi. Alors, Shang, are you there? Why? Why we will show you the family with recycling. Okay, very good. So Shang est dans le delta du Mekong et il y a Oai qui est dans le delta du Mekong aussi et qui va nous parler donc du programme de construction de maisons bon marché, saines, avec des panneaux de plastique recyclé. Dạ có Oai không? Dạ có bạn nè. Yeah, ok, nói đi. Yeah. Chào mọi người, tôi tên Quay là nhân viên quản lý chương trình nhà tình thương của Anh Dương. Donc moi je suis responsable, un des cadres du programme de Anh Dương. Anh Dương étant une ONG vietnamienne créée par Mekong Plus. Dạ, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người là cái mô hình nhà tình thương bằng nhựa của Anh Dương đã làm. Donc on a ce programme de collecte des déchets et de recyclage des déchets. Thì anh Dương thì cũng đã làm được 11 căn nhà tình thương bằng nhựa trong năm 2021. À ce jour, nous avons construit, nous avons aidé les villageois à construire 11 maisons. Thì đây là một trong những căn mà anh Dương đã làm hỗ trợ. Je vais vous en montrer une là. Voilà. Yeah. Donc ça c'est une des dernières maisons que nous avons subventionnées. Dạ. Thì cái ưu điểm của mô hình này là nó không có nóng. Donc les avantages, c'est que les maisons sont plus fraîches, les panneaux en polyester, en plastique recyclé sont beaucoup moins conducteurs de chaleur que les tôles. Mưa thì nó cũng không có ồn. Quand il pleut fort, c'est beaucoup moins sonore. Thì tổng kinh phí của căn nhà mình thông thường làm 4 mét x 9 mét thì khoảng cỡ 60 đến 70 triệu. Donc on peut faire une réduction des coûts de construction de l'ordre de 20%. 20%, ça correspond à peu près à 7 ou 9 mois de budget familial. Donc c'est quand même considérable. Thì đây sẽ cho quý vị xem là cái ngôi cảnh của ngôi nhà. Donc, ce sont les maisons très sommaires, hein, avec pas beaucoup de fenêtres, parce que les fenêtres coûtent cher, et parce que aussi ils ont peur pour les questions de sécurité. Thì cái nóc thì cũng bằng ton, nhưng mà cái vách thường nhựa thì cũng bằng ton luôn. Donc la structure est métallique et les murs sont avec des panneaux de plastique recyclé.
Dạ. Thì ở dưới thì mình làm cái xây lên khoảng cỡ thước 2 đặng cho cứng kiện cứng cái nhà ở dưới tường. Donc le plancher, les murs, le bas des murs est en briques et ciment. Dạ, thì giới thiệu gia đình thì gia đình này thì có 7 người. Trong gia đình có 7 người. Dans ce ménage, il y a 7 personnes. Yeah. 7 personnes, c'est souvent une maison qui fait 40 mètres carrés, donc c'est très simple, hein, très rudimentaire. Yeah, yeah. Thì những cái tấm này thì nhựa này thì được Tấn Dương mua ở trên thành phố Hồ Chí Minh, công ty Đồng Tiến. Voilà, nous, on ne produit pas les panneaux nous-mêmes, on n'en a pas la capacité parce qu'on n'a pas les machines et ça serait un gros investissement. On les achète à une usine de recyclage à 200 km d'ici. Yeah. Thì nó có độ dày khoảng 5 mm. À peu près 5 mm d'épaisseur. Độ dày. Thì mình làm được 2 năm thì mình cũng đang theo dõi cái nói chừng nào hiện tại mình thấy vẫn còn ở mát chứ nó không ồn. Alors, on a donc 2 années d'expérience maintenant avec ce programme. Donc, il y a encore des points d'interrogation, notamment la durabilité des panneaux sous les rayons du soleil. Donc, on essaye de les protéger de différentes manières avec différents types de revêtements. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de problème. Yeah. OK. Dạ, hết rồi, mọi người có hỏi gì thêm không ạ? Dạ rồi, OK, thank you, Wai. Est-ce que on veut poser des questions à Wai ou aux villageois? Ces panneaux sont inflammables. Oui, ça me fait un petit peu peur quand je vois tous ces fils électriques qui circulent partout. Je vais poser la question à Wai. Dạ. Là người ta hỏi thì là bây giờ là mấy tấm này là có thể là đốt được không? Sợ đốt. Mấy tấm này mình đốt ở bề mặt của mình là nó không có cháy liền. Mình đốt ở góc này thì nó lâu nó mới cháy. Ah bon, donc en fait ça peut brûler mais ça peut brûler très peu et très lentement. Dạ thì nó có thể là xe cán ngang thì nó cũng không ảnh hưởng gì. Xe cán đi ngang là bình thường. Bon, il faut savoir qu'une maison comme ça, tout compris, ça va coûter à peu près 2 500 €, hein, tout compris. Donc, ça remplace en fait des maisons en bambou, en feuilles, etc. Donc, c'est difficile hein, de faire moins cher. Le facteur déterminant, en fait, le succès de ce programme, c'est qu'on arrive à faire baisser les coûts de production, le coût des matériaux de construction. C'est ça le facteur déterminant. Parce que les solutions techniques pour le recyclage des déchets plastiques, il y en a beaucoup. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé de meilleure solution que ces panneaux. Alors, on travaille aussi sur il est en train de travailler en collaboration avec un ingénieur à distance sur le système de pyrolyse, c'est-à-dire on brûle les déchets plastiques sans oxygène, donc il n'y a pas de fumée, il n'y a pas d'eau usée, il n'y a rien du tout, et il sort du diesel. Bon, c'est une technique qui est ancienne aussi, qui était déjà éprouvée, mais que nous essayons de mettre sur pied dans le delta du Mekong à bas coût. On peut avoir des systèmes qui coûtent des millions d'euros. Bon, évidemment, ça, ce n'est pas intéressant pour nous parce qu'en fait, dans les villages, on va récolter des tonnes de déchets plastiques. On peut récolter à peu près, en collaboration avec les écoliers, etc., à peu près 100 kg, 150 kg de déchets par jour. Donc, il faut trouver des équipements qui puissent gérer de petites quantités. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé. Hein, on a même été voir avec des fournisseurs chinois, etc. Donc, pour le moment, on n'a pas trouvé encore. Donc, on essaie de voir, d'adapter les systèmes existants qui existent de manière tout à fait artisanale en Inde, etc., qui peuvent donc gérer de manière financièrement rentable des quantités de l'ordre de 100 kg par jour. Alors, il y a une question concernant l'économie circulaire. Alors là, on n'a pas… bon, il y a des séminaires au Vietnam sur l'économie circulaire. Il y en a eu un il y a 2 jours. Mais c'est vraiment les balbutiements. Et du côté des autorités, il y a très peu, je dirais, de soutien financier.
Bon, par exemple, pour les déchets, il serait normal que les gens aient à payer la décharge. Non, là, en fait, chacun jette ça un peu où il veut et ça fait une pollution tout à fait anarchique et très dangereuse parce que, évidemment, alors quand on le fait brûler à faible température, ça dégage des gaz dangereux comme la dioxine. Donc, ce que l'on voudrait mettre sur pied là, c'est un système de promotion de recyclage des panneaux, donc des déchets avec ces panneaux qui soient financièrement bien gérables par la population, sans subvention excessive. Et pour la pyrolyse, si on peut produire un diesel, ce ne sera pas un diesel pour mettre dans une voiture sport, hein. Ce sera du diesel pour mettre dans des moteurs de bateaux ou des pompes d'irrigation. Et là, on a une manière tout à fait circulaire et rentable, c'est-à-dire qu'avec le prix de vente, la recette de la vente du diesel, on arrivera à couvrir 2 ou 3 salaires pour gérer ce système de pyrolyse. Voilà. Pour le moment, les autorités nous donnent le feu vert, on n'a pas d'objection. On fait très attention parce que parfois, il y en a qui critiquent en disant « Oh, c'est dégoûtant, vous allez produire du diesel », mais c'est oublier que du diesel, de toute façon, on en achète. Hein. Les gens, de toute façon, ils vont en acheter du diesel. Donc, le problème, c'est comment gérer ces déchets plastiques. Alors, il y a une usine chinoise d'incinération de grande envergure, mais qui ne fonctionne pas. Et donc, il y a beaucoup d'usines en fait, qui ne tournent pas, qui sont de gros investissements chinois ou autres, et qui ne tournent pas. Donc, nous, petite ONG, on doit marcher sur des œufs, y aller très, très prudemment, toujours à veiller au coût et à la bonne participation des paysans. Dạ, câu hỏi có chính quyền là có giúp đỡ là về chương trình này không? Vậy là có giải thích một chút rồi. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les déchets plastiques? Oui, j'avais une question concernant les matériaux, les panneaux en plastique recyclé. Par rapport aux matériaux traditionnels, comment on règle le problème de la condensation? On n'entend pas bien, le son est très mauvais, Olivier. Le problème de la condensation. Je vais essayer de… Oui, c'est mieux, c'est mieux. Ah, ok. Donc, je demandais, par rapport aux matériaux traditionnels qui sont utilisés pour construire des maisons, est-ce qu'il n'y a pas un souci avec le plastique recyclé, un souci de condensation? Et comment règle-t-on ce problème? Non, pas de problème de condensation. Il y a un problème que sous les rayons UV, oui. Donc le plastique en fait s'abîme, se désintègre et part en poudre. Et donc ça, c'est un problème auquel on s'attaque maintenant en travaillant sur différents types de revêtements pour protéger les panneaux du soleil. Ça, c'est le risque principal. Donc, on a déjà amélioré les panneaux, hein, donc le problème a déjà été réduit, mais on n'a que 2 années de recul. Donc, il y en a qui nous regardent d'un œil sceptique. Moi, mon raisonnement, c'est soyez sceptiques, mais si on n'essaye rien, quelle est l'alternative? Parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui disent voilà, nous sommes très forts pour récolter les plastiques, pour empêcher, y compris dans les fleuves, y compris sur les plages, à la mer, etc. Mais la question toujours que je pose, c'est une fois qu'ils ont été récoltés, qu'en fait-on? Et donc là, c'est vraiment un problème énorme. Et bon, si le problème financier n'existait pas, bon, il y aurait certainement d'autres solutions encore. Mais voilà, la question des déchets, c'est que faire des déchets de faible valeur? Par exemple, les bouteilles plastiques, les bouteilles d'eau, ça a beaucoup de valeur. Ça se vend 2 fois plus cher en fait ici dans les villages, au niveau des collecteurs de déchets, que les sacs en plastique. Donc la question, c'est surtout pas de recycler les bouteilles, mais c'est de recycler tout ce qui est déchets de faible valeur. Alors, ce qu'on ne sait pas encore recycler du tout, c'est le polystyrène. Pour ça, pour le moment, on n'a pas de solution. Moi, j'avais une autre question. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi ses voisins, ses amis ou d'autres connaissances ou des inconnus qui viennent toquer à sa maison et qui demandent, tiens, comment vous avez fait, qui seraient intéressés pour leur propre maison ou pour maison de personnes qu'ils connaîtraient? Ah oui, parce que la première maison, on l'a faite
en donnant une bonne prime, en étant vraiment très incitatif, mais après, ça a suivi. Et donc maintenant, on a 11 maisons construites. Alors, bon, ça reste un marché encore très, très étroit, parce que, bon, évidemment, il y a des barrières psychologiques. Bon, ce n'est pas nécessairement très coquet, ce n'est pas très, très joli, ces panneaux. Donc, il faut essayer de convaincre. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on donne une prime de 700 €. C'est ça, 600 € pour une maison qui utilise des panneaux de plastique recyclé. Mais pour le reste, tout ça, ça se fait par bouche à oreille. Et donc, voilà. Alors, je pense que le gros marché, ce n'est pas tellement les murs, mais c'est les toits. Parce que sur les murs, ils aiment bien mettre des briques, du ciment, qui sont des matériaux. Le ciment, c'est un matériau excessivement polluant. Donc, à éviter. Le sable aussi. Hein, vous savez que chaque habitant sur Terre là, consomme, je pense, l'équivalent de 2 ou 3 tonnes de sable par an. Donc, c'est énorme. Il y a une pénurie de sable. Ce sable, en fait, il est vendu par les paysans très, très pauvres, hein, qui vendent leur terre. Hein, le Vietnam, par exemple, exporte de la terre vers Singapour. C'est pour vous dire le drame du manque de sable. Et malheureusement, le sable du Sahara ne convient absolument pas pour les constructions. Donc, en fait, on est obligé de prendre de la bonne terre pour les constructions en dur. Donc, pour les murs, ça va être lent. Mais pour les toits, là, par contre, il y a beaucoup de potentiel, puisque, bon, il y a beaucoup d'avantages et que, bon, les gens ne vont pas regarder la couleur du toit. Hein. Donc, on essaye maintenant de recouvrir les toits de différents types de peintures blanches pour réfléchir le soleil, hein, et bon, pour ne pas capter la chaleur, quoi. Super. Bien. OK. Bouche à oreille fonctionne bien. Oui. Très bien. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, on va repartir au Cambodge où on nous attend pour le programme de plantation d'arbres. Sapon Chanti. Hello, Bernard. Yes. Chanti, Suzanne. Okay, so okay, please. Really? Yes. Okay, I can start right now. Please introduce yourself, Chanti. Hello, everybody. Hello, Bernard. My name is Chanti. I am a program assistant of Community Advancement Organization. Right now, I'm at Kalmani Ram Paukada with Mr. Sapon. And right now, I want to show all of you about our project about tree planting. Do you see my background? It's about the tree that we're planting. Donc là, nous avons sur tous les projets un programme très volontariste de plantation d'arbres. Au Cambodge, ça se fait surtout dans des cours d'école et autour des pagodes. Et Chanti est donc membre de l'équipe CAO, qui est notre partenaire cambodgien. Yes, in fact, in Cambodia, the temperature, the climate every year, the high temperature are changed from year to year. So we are worried about the temperature. So we propose about the project to share the tree, to save our life, to reduce the
natural disaster, and we want to people to live with the fresh air. Voilà, donc à Roomdool, comme dans beaucoup de régions, il y a eu un déboisement forcené et donc il reste très très peu d'arbres. Et aujourd'hui à Roomdool, on passe d'inondations en période de mousson à des sécheresses mais vraiment très très sévères pendant la saison chaude. Et donc ce que nous essayons là, c'est de replanter un maximum d'arbres. Yes, Yes. Currently, CO Communication Organization that we are was provided the tree seedling for nowadays. We work with 5 schools, 3 pagoda, and we planting along the canal with the family farmer. They are planting at their house, and now this year we totally that we provide the seedling tree around 1,126 trees. Voilà, donc là, ce que nous faisons, c'est que nous proposons aux pagodes, aux paysans, donc des plans, et après, on fait des visites régulièrement pour savoir s'ils les ont bien arrosés, bien protégés. Donc, nous, on fournit les plants. Eux doivent produire le bambou pour protéger les plants et les arroser. Et donc, tous les 3 mois, on vient visiter et on leur donne une petite prime en fonction du nombre de plants qui ont résisté aux animaux, à la sécheresse, etc. Yes, and with communication of CO organization, we hope that we can provide tree seedling more for provided to farmer, to pagoda, to school, to planting from more to more, because we want it to be help to reduce the natural disaster, and we want to be a part of environment. Voilà, donc au Cambodge, en fait, c'est assez intéressant. Les Cambodgiens sont beaucoup plus intéressés, beaucoup plus conscients des problèmes d'environnement, et donc ils ont une attitude assez volontariste dans ce domaine. Bon, c'est très difficile en fait. Vous avez vu qu'on a longé à mobilette des canaux le long des routes, etc. Il n'y a pas d'arbres. Et c'est très difficile de planter sur des chemins, sur des terres publiques, parce que qui va protéger ces plants? Donc, les animaux sont en liberté, donc c'est très, très difficile de planter à tout va, parce que alors les personnes ne veulent en assumer la responsabilité, sans compter les problèmes de vol. Donc, au Vietnam aussi, on a le problème, c'est que si on met des arbres de valeur, il y a le problème du vol. On est obligé de les planter tout près des écoles, tout près des bureaux, des comités populaires, etc. On ne peut pas non plus planter beaucoup d'arbres trop près des parcelles cultivées, parce que cela fait de l'ombre sur le riz, et donc les paysans ne sont pas d'accord. Ils ne veulent pas qu'il y ait trop d'ombre sur leur culture. Donc c'était vraiment un problème extrêmement compliqué. On fait le maximum. Yes, and I want to show all of you about the result that we provided the tree series for the pagoda. That this is the tree, the seedling that we provide for the monk who live at the pagoda at maybe 1/2 year. Donc ça, c'était planté il y a 1 an et demi. Alors, très franchement, on a planté aussi beaucoup sur les cours d'école, mais comme vous le savez sans doute, avec la pandémie, les écoles n'ont été fermées quasiment pendant 2 ans. Donc, elles viennent de rouvrir. Pendant 2 ans, les écoles n'ont pas fonctionné du tout. Et donc, on a perdu à peu près 60% des plants dans les cours d'école. OK. Yeah, my presentation is all. Thank you, merci. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le programme de plantation d'arbres? Oui, Tanguy. The first is how is, enfin, la première, c'est comment est-ce qu'on sélectionne les plants? Est-ce qu'on cherche la productivité, qu'elle pousse vite, ou bien est-ce qu'on cherche à mélanger plusieurs sortes? Et la deuxième, c'est qui va se charger à long terme de la forêt ainsi plantée? Est-ce que c'est toujours les communautés de moines écoles? Et quelle est la vision pour que ça tienne à 10 ans, à 20 ans? Et qu'est-ce qu'on va faire du bois?
En fait, donc, c'est un compromis. Hein. On doit trouver des arbres qui fonctionnent, comment dirais-je, qui sont intéressants pour les paysans, mais aussi qui ne soient pas de trop grande valeur et surtout qui soient très, très rustiques pour ne pas demander trop d'entretien. Je vais peut-être poser la question à Chanti, et je sais que Sopon, l'agronome, est juste à côté d'elle. Chanti? Hey, Bernard. Yes. Can you hear me? Yes. The question is, what kind of tree did you choose to plant in around pagodas and schools and the roadsides? What kind of tree? What is your criteria? This is the question. Can you explain to Sopon? Is it easy trees, easy to maintain, or is it trees with fruits or trees with a good value for wood? What is your criteria? I would like to thank you about the question. I think that the name of tree, I think that my pronunciation is not good, but I hope you will understand my pronunciation. Yes, Bernard, for the pagoda and the school, we provided the rosewood because the rosewood is easy to take care and it have a long life. Maybe it can live more than 100 years. So it's so good to provide for school, for pagoda. And what about the family? We provided the eucalyptus because the eucalyptus is the kind of tree that easy to take care, and we can when we need it, we can use it to do like herb. And when we cut it, like it's not die, it grow more new tree. So we decided to provide that kind of tree. Okay, donc. Sorry, Bernard. And more we provided like a kind of coconut, chuchupi, and a lot of kind of fruit that farmer want to planting. OK, thank you, Chanti. Donc, les critères, en fait, là, ce sont des arbres qui sont faciles à planter, d'un entretien assez commode, qui ne sont pas trop exigeants en termes d'engrais, d'irrigation, etc., parce que sinon, ça devient ingérable. Et puis, des arbres, donc, autour des pagodes, des arbres qui ont une longue durée. Alors, par contre, pour les parcelles des paysans, là, eux, ils veulent un rendement plus rapide, et donc ils proposent notamment l'eucalyptus qui a donc on va pouvoir utiliser le bois et qui a beaucoup de valeur. Alors l'eucalyptus est aussi un problème parce que il stérilise les sols, il est très toxique autour de lui, il peut aller, c'est facile à planter parce qu'il va pomper l'eau très très profondément, mais par contre il est toxique pour les plantes aux alentours. Donc c'est un compromis, et donc on peut conseiller les paysans, mais on ne va pas leur imposer une variété ou une autre. Ce que l'on voudrait surtout, c'est qu'il y ait un maximum d'arbres, et de motiver les paysans, et qu'il y ait après un effet d'entraînement, c'est que les paysans se disent, bon, mais finalement, on peut le faire, ça marche. Bon, en fait, on s'attaque à tous les problèmes à la fois. Il y a aussi, malgré tout, un problème d'approvisionnement en bon plan. Donc, c'est pour ça qu'on a une pépinière sur le projet. Et les fruitiers font partie du programme de replantation. Les fruits? Les fruitiers, des arbres fruitiers. Chanti? Yes, Bernard. Do you plant also fruit trees? Yes. What sort of? Do you want to know about the kind of fruit juice? Yes. Fruit tree? Yeah. Yes. I was work with a community advancement organization maybe 3 years, and the organization that we provide for the farmer that a chuchupi, a kind of chuchupi, like it's easy to plant, it's a good fruit, like they can sell it, and it can that the farmer can plant it by themselves. We just provided the technician, and more than chuchupi, we provided the coconut, mango that the technician he planting, he provided, and more than this.
Voilà, donc les paysans, en fait, ils aiment bien avoir des arbres fruitiers, en effet, hein, mais qu'ils vont planter, mais vraiment tout autour de la maison. Hein. Ils ne vont pas le planter sur des chemins publics. Hein. Ils vont planter là, vraiment, où ils peuvent bien les protéger, les contrôler. Donc là, elle a parlé de cocotier, de manguier. Alors le jujube, excusez-moi, mais j'ai oublié le nom français pour le jujube. C'est un arbre prisé. Comment? Oui. Jujubier. Jujubier, bon, peut-être, je ne connais pas. Ah oui. Voilà. En fait, c'est un arbre qui est très, assez facile à planter et qui est assez prisé ici. Mais il faut savoir aussi, il y a du vandalisme et des vols dans les villages. Donc, par exemple, un de nos employés au Vietnam, quand il est revenu de Réunion, bien, il y avait un arbre qui avait été disparu, quoi. On avait coupé un arbre chez lui pendant son absence. Et on sait qui c'est, mais il ne veut pas porter plainte parce que ça va poser plus de problèmes encore. Donc, c'est pas l'arbre ou il le déracine? Il coupe l'arbre et il le vend pour le bois. La sécurité dans les villages, c'est un facteur hein, pour les élevages de poules, pas pour les porcs ni les vaches, mais pour tout ce qui est volaille, c'est vraiment un facteur déterminant, quoi. Bien. Je vais vous en... OK, thank you, Chanti. Thank you, Sapon. Yes, thank you so much, Bernard. Merci. Merci. Many thanks. OK. Et maintenant, je vais vous montrer nos promenades à vélo, hein, parce que là, malheureusement, on fait tout en virtuel. Donc, le promenade à vélo. Et quand on aura fini cette promenade à vélo, on pourra répondre à d'autres questions de manière un peu plus générale. Je vois qu'il y a une question sur la pandémie. On va couvrir ça juste après ce clip. It's nice that there's a big range of activity covering the whole community. Has benefited from the microfinance project to get some land to grow vegetables and supply their family, and they've increased their income from $17 to $33 per month to see that the kids at school learn English and we can communicate with them a bit. Obviously, I'm definitely going to be recommending Vietnam to my friends. I mean, voilà, donc c'est un petit clip raccourci parce que le vrai fait 5 minutes. Et donc, pour ces visites virtuelles, on essaie de privilégier les échanges en direct pour que vous puissiez commenter, poser des questions. Alors, il y a déjà une question de Diane concernant la pandémie. Donc, en fait, on est dans deux pays assez différents. Je parlais tout à l'heure avec Kossal, qui est la directrice du projet au Cambodge. Le Cambodge a fait d'emblée le choix d'une vaccination avec des vaccins chinois pour une grande part. Et donc, ils sont deux fois plus vaccinés que les Vietnamiens. Ils sont à peu près à 60 ou 70% avec une double vaccination. Et pour les enfants à partir de 6 ans. Moralité, les enfants aujourd'hui retournent à l'école. Au Vietnam, on est à peu près à 30 ou 35% de vaccination avec une panoplie. Et donc, bon, vous savez qu'il y a toujours des tensions entre le Vietnam et la Chine. Les Vietnamiens détestent les Chinois pour des raisons historiques, etc. Et donc, pour les autorités, proposer des vaccins chinois à la population vietnamienne est vraiment très, très difficile à gérer politiquement. Donc, moi-même, par exemple, pour vous donner un exemple concret, moi, j'ai été vacciné doublement avec AstraZeneca. Ma femme, Dan, a été vaccinée 2 fois en varicelle et là, elle est positive et donc on est tous les deux confinés sous verrou pour 1 semaine ou 2. Donc, je crois que les vaccins chinois sont d'une qualité certainement inférieure, mais entre les deux,
est-ce que la politique cambodgienne n'était pas tout de même préférable? Les Vietnamiens, ils ont souvent une attitude de « bon, je sais tout faire mieux ». Et au départ, ils ont joué la politique un peu à la chinoise, en fait, politique contamination zéro, donc fermeture très stricte des frontières. Le Cambodge, c'est une passoire, hein, ils viennent du Cambodge, de Chine, etc. Mais le Vietnam, très strictement fermé. Donc le Vietnam a en fait tenu très très bien contre la pandémie jusqu'au mois d'avril, mai. Et puis est arrivé le variant Delta, beaucoup plus contagieux, qui est passé à travers tout. Et maintenant, le Vietnam a à peu près 2000, 4000 nouveaux cas par jour. On est à, je pense, entre 25 et 30 000 morts pour une population de 95 millions d'habitants. Hein. Donc, il faut toute proportion garder. Mais on craint tout de même beaucoup pour les mois à venir parce que maintenant, l'épidémie se propage très, très vite dans une population mal vaccinée. Par exemple, dans le delta du Mékong, où nous étions tout à l'heure, la couverture est de l'ordre de 20 ou 25% seulement. Beaucoup de nos employés n'ont été vaccinés qu'une seule fois. Et donc, en fait, les gens sont très, très anxieux. Un atout pour les Vietnamiens, c'est qu'ils sont très anxieux et je dirais très, très disciplinés. Donc, tout le monde porte le masque et on suit les instructions gouvernementales, même avant qu'elles ne soient données, tellement qu'on a peur du vaccin. Au Cambodge, la situation est donc meilleure. Hein, la vie économique reprend un peu mieux. Pour la vie économique au Vietnam, elle est à terre. Hein. C'est absolument catastrophique. Il y a encore beaucoup d'écoles qui sont fermées. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions globales. En tout cas, j'aimerais bien avoir votre appréciation sur cette visite. Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce qu'il y a des choses que l'on pourrait améliorer? Alors, on essaie de la faire en 1 heure et je vois qu'on a fait presque 1 heure et demie. Mais bon, pour moi, c'est très, très bien. On a tout le temps. J'ai une question sur la balade à vélo. Oui. Parce que je m'intéresse donc, à la fois l'écotourisme et hein, c'est un produit d'écotourisme et aussi tourisme, disons, solidaire. Hein, quand vous faites visiter les fermes, là où vous avez aidé, est-ce que c'est un produit que vous ajoutez en plus à vos activités comme moyen de promotion de vos activités ou c'est une activité, disons, une des activités importantes de votre organisation? Je crois qu'à Mekong Plus, on est très conscient que nous sommes une toute petite organisation. Hein. On travaille dans 1 millier de villages, on a presque 200 collaborateurs, etc. Ça paraît beaucoup, mais par rapport aux besoins, c'est évidemment très, très, très petit. Donc, on a vraiment le désir de témoigner et de partager nos expériences dans les villages. Donc, nos équipes, toutes les personnes que vous avez vues là, elles ont 10, 15 ou 20 ans. Certains employés, certains de nos collaborateurs ont 26 années d'expérience avec Mekong Plus. Donc, ce sont des gens très, très compétents et bon, qui ne parlent pas toujours anglais, malheureusement, mais qui peuvent certainement partager donc, lors de visites. Et c'est ce que nous voulons faire. Alors, chaque année, donc avant la pandémie, nous faisons la promotion de manière très, très, très active de ces visites. On a 100 ou 150 visiteurs chaque année qui viennent par groupe. Donc en fait, on va à vélo dans les villages et c'est pas excessivement sportif. Hein. On fait à peu près 20 km le matin, 25 km l'après-midi. On s'arrête beaucoup dans les fermes pour parler avec les paysans, pour voir par exemple rencontrer un enfant qui a une bourse scolaire, rencontrer des enfants qui ont des handicaps. Pourquoi est-ce qu'on a aidé à la construction d'un pont, pour comment fonctionne un élevage d'anguilles, comment le microcrédit, etc. Donc c'est vraiment pour partager l'expérience et pour essayer d'influencer petit à petit sur les mentalités, parce que
éliminer la pauvreté, c'est possible. C'est possible et c'est facile. En plus, c'est facile. Et donc, on se dit qu'il faut absolument le dire et le répéter à tout le monde pour qu'on fasse ce qui est vraiment à notre portée. Donc, on voudrait convaincre un maximum de gens. On a eu à peu près 1 millier de visiteurs jusqu'à présent. Et ça, c'est vraiment tous les sympathisants de Mekong Plus. Aujourd'hui, beaucoup de ces sympathisants sont en fait des gens qui sont venus visiter les villages pendant quelques jours. Alors aujourd'hui, avec la pandémie, excusez-moi, je termine, donc avec la pandémie, malheureusement, on n'a pas accès au village, on ne peut pas aller dans les provinces. Donc ce que nous faisons, c'est une promenade le dimanche matin. Et là, il y a une demande, je dirais, très forte. On n'a pas assez de vélos en fait. On fait une vingtaine de kilomètres le dimanche matin. C'est agréable, on va un peu dans la nature. Et pendant une demi-heure, on fait une pause et on parle de Mekong Plus, des projets, etc. Et donc ça, c'est une manière, pour le moment, de parler un petit peu de ce que l'on fait. Donc oui, pour répondre à votre question, on est très désireux de continuer de promouvoir ce programme. Pour cette balade à vélo, alors si on peut considérer que c'est un produit touristique, alors vous faites vous-même la production, la conception, le marketing, la vente auprès des participants ou vous passez par une agence? Non, on fait tout nous-mêmes. Et donc là, par exemple, pour le moment, le dimanche matin, donc on met des articles sur Facebook. On envoie des mails à nos sympathisants. Et dès qu'on a au moins 5 ou 6 personnes, on organise le tour. Mais là, tous les dimanches, en fait, il y a plus de monde. Très souvent, en fait, on n'a pas assez de vélos et donc ça, ce n'est pas un problème. Alors, dès que la pandémie sera levée, qu'on pourra aller de nouveau dans les projets, ce que l'on propose, c'est départ le samedi matin. On s'occupe du bus, de l'hôtel, de la nourriture, des vélos. Tout le séjour est pris en compte. Donc, cela coûte 1 million de dong pour la logistique et on demande 1 million de dons au projet. Donc, en fait, c'est 2 millions par personne. 2 millions pour les Belges, ça fait à peu près 70 euros, grosso modo. 70 euros pour le week-end. Et vous avez un week-end où vous ne devez absolument rien payer du tout. On s'occupe de tout. Départ de la gare routière, retour à la gare routière. Alors, pour ceux, on a plusieurs parcours. On a actuellement au moins 3 parcours différents. On fait un parcours qui fait le delta du Mekong et puis on va au Cambodge. Donc là, c'est un parcours sur à peu près 8 jours. On a aussi un autre qui va dans le delta du Mekong et puis qui continue jusqu'à une île. Donc, à partir de Rakhine, on prend le bateau, on va sur une île, et puis on va dans le centre, dans la province de Ninh Thuan, où là on fait une descente sur le fleuve en rafting, et on fait une montagne, on monte sur une petite montagne, tout en chaque fois en visitant les projets. Alors à chaque fois, nous, on n'est pas une agence de tourisme, on est une organisation humanitaire de développement, donc à chaque fois, on demande une petite contribution pour soutenir les projets. Parce que je trouve que c'est très intéressant ce que vous faites. Ça a du sens autant pour vous que pour les touristes, pour les participants à cette balade. Et donc, je réfléchis pour voir, comme vous avez dit au début, s'il y avait une possibilité de coopération entre votre organisation et des établissements de formation pour faire venir des stagiaires qui vous aident justement dans l'organisation de ces balades et puis dans le marketing, dans la vente, parce que j'imagine que vous avez des employés, mais c'est surtout spécialisé dans des activités de développement. Oui. Donc là, les employés, vous les avez vus, c'est ceux qui ont parlé aujourd'hui.
Donc, moi, pour les promenades à Saigon, là, je me débrouille tout seul. Ce n'est pas très compliqué. Donc, en fait, on a zéro coût, hein, puisqu'on prête les vélos et puis les gens me suivent à vélo. On fait 20 km, pépère, voilà. Dans les deltas du Mékong, là, donc, les équipes préparent les visites chez chaque paysan. Il faut prévenir, il faut s'assurer que les paysans sont là, qu'ils veulent bien nous recevoir. Essayer de faire des visites équilibrées. Il y en a qui sont plutôt intéressés par les questions d'éducation. Par exemple, ils veulent visiter une école. Il y en a d'autres qui sont plutôt portés sur l'agriculture. Voilà. Donc, on essaie de satisfaire les visiteurs. Donc, à part le vélo, qu'est-ce que vous proposez aux participants pendant ces balades? Est-ce qu'il y a d'autres activités? Bon, le vélo n'est pas obligatoire, hein. Donc, on le propose parce que c'est un bon moyen. On le fait, encore une fois, à vitesse tout à fait confortable. Il y a des enfants de 6 ou 7 ans qui ont participé, donc ce n'est pas du tout excessivement sportif, c'est tout à fait gérable. Ceci dit, s'il y en a qui sont trop fatigués, il y a toujours plusieurs mobylettes qui suivent. Et donc, on peut passer sur une mobylette si on n'a pas envie de continuer un vélo. Alors, on a outre la promenade donc dans les villages, on fait aussi le dimanche matin une visite du marché flottant. Donc, il y a un marché flottant tout près à 20 km du projet. Et donc, ça, c'est une expérience un peu intéressante pour voir comment tous les paysans apportent leur récolte sur une espèce de carrefour sur l'eau, quoi. On a déjà fait aussi des visites du projet dans le delta du Mékong en pirogue. Alors ça, c'est aussi possible, mais on ne peut pas tout faire de la même manière qu'à vélo, parce que ce n'est pas toujours facile en fait de passer en pirogue dans certains hameaux, quoi. Merci. Bien, eh bien, écoutez, je vous remercie tous beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me faire un mail avec vos commentaires. On fait plusieurs types de ces visites virtuelles. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est l'environnement. On a aussi un autre thème qui est tout ce qui est artisanat. On a un autre thème qui est celui des questions de genre, violence domestique à l'encontre des femmes. On a aussi la visite d'un projet en particulier, où on montre tous les aspects d'un projet sur une région donnée. Donc, il y a différentes formules que l'on peut proposer. En fait, on organise une visite virtuelle dès qu'on en a au moins 5 personnes. Donc, aujourd'hui, nous sommes une quinzaine. Voilà, pour ne pas déranger les villageois pour rien, quoi. Dès qu'on a un certain nombre de personnes intéressées, on peut l'organiser. Je dirais n'importe quel jour. Le seul critère un peu compliqué pour vous, c'est qu'il faut tenir compte du décalage horaire de 6 heures, puisqu'on évidemment ne peut pas le faire à partir de 3 heures de l'après-midi en Europe. Ce serait une visite dans le noir au Vietnam. Super, un grand merci. Merci Tanguy, ça fait plaisir de vous revoir. Merci Diane, merci Stéphane, Isabelle, Olivier et Philippe que je connais mal, mais voilà. Thank you everybody for organizing this. So they say thank you very much. I just Merci beaucoup. Explain that. Merci Bernard et merci à tous les interlocuteurs. Voilà. Merci. Oui, merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée. Oui, chez nous, il est 5h30 de l'après-midi. Oui, voilà. Très bien. OK. Au revoir. Bye bye. Okay. Merci. Bonne journée. Rồi, cảm ơn các bạn. Kun Chan, Saret, Kosal, Chanti. Kun Chan, Benan. Kim Hong. Come on. Au revoir. Bye. Bye, Benet. Bye everyone. Bye everyone. Chào Bernard, chào các anh chị. Bye bye.